Hello! Attendez, je range bien mon petit chapeau, très magnifique, splendide! Bien sûr, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Il y a déjà un petit peu de monde, donc c'est très cool. On se retrouve ce soir pour parler d'un live spécial. Je vous avais un peu teasé dessus, je vous avais dit on fera un petit vendredi t'as pas d'amis. Ironie du sort, j'avais effectivement pas d'amis vendredi, j'avais un petit bébé malade et donc j'ai dû repousser mon stream à ce dimanche, mais ce n'était que partie remise. Salut Mowgli d'Armor, salut Galetcha, salut Marie Choups, Mizen, Icoc et le Meeple Vert. Et je vois qu'il y a des fidèles au poste et ça fait vraiment plaisir. Et donc, comme je le disais, le live spécial Vendredi t'as pas d'amis, en fait, est un live dédié aux jeux solo. Alors, c'est évidemment un titre 100 millions de % ironique, salut comme Rémi, puisqu'il s'agit des jeux solo et c'est les jeux qu'on joue volontiers quand on n'a pas envie ou pas l'occasion de partager un jeu de société avec quelqu'un d'autre. Je suis personnellement plutôt amatrice de jeux solo et c'est pour ça que je suis vraiment ravie de vous en parler et de pouvoir les partager avec vous. Alors, j'ai fait une sélection assez mixte en essayant quand même de rester focalisée sur les sorties de... Tiens, c'est marrant, j'entends plus ma musique. Très étrange. Ah voilà. En restant focalisée sur les sorties de 2022 parce que il se trouve que dans quasi la totalité des jeux experts aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver un mode solo, mais c'est pas spécifiquement ce que j'ai envie d'explorer. J'ai envie de vous parler des jeux qui, pour moi, sont clairement taillés pour être joués en solitaire. Et donc, il va y avoir un petit peu de tout, du jeu tout public, parce que les solistes ne sont pas juste des gens qui vont poncer le mode solo Dark Nova ou de Terraforming Mars Ares. Il y en a pour tous les goûts, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En plus, il y a eu quelques petites sorties récemment très cool et j'ai même réussi à m'arranger pour faire une mention en disant, ben oui, ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie d'évoquer. Donc pas de jeu de rôle solo, donc ça j'ai pas le temps de vous en parler, mais d'autres trucs peut-être intéressants pour vous. Et aussi, je me suis rendu compte que c'était bien de vous montrer la cover du jeu dont on parlait et je me suis dit que c'était peut-être encore mieux de vous montrer quelques petits éléments de jeu, histoire de, voilà, de planter le décor, de vous faire des explications un petit peu plus claires. Donc pour commencer, dans mes jeux solo, ceux que j'ai sélectionnés cette année, il y a évidemment l'île des prédateurs. Alors ce que j'aime beaucoup avec l'île des prédateurs, c'est son prix déjà. Il coûte 7 ou 8 euros maximum, donc vraiment pas grand chose. Et c'est un petit jeu tout mignon, vraiment basé sur le principe d'un solitaire et c'est un jeu qui est assez malin puisqu'on va jouer avec une succession de cartes qui vont devoir se manger les unes les autres. Donc ça s'appelle l'île des prédateurs puisque les prédateurs en question ont tous des valeurs croissantes qui vont aller toujours par plus 1. Donc on va avoir du 1, 2, 3, etc. jusque 15 et chacun de ces prédateurs va pouvoir manger des plus petits que lui. L'idée avec l'île des prédateurs, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un solitaire sur le même système que les billes qui se sautent par-dessus les unes des autres. Et pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner, regardez, là vous avez l'ensemble des cartes qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu, avec les petites cartes spéciales de la baleine et du requin, mais ces cartes vont pouvoir se manger. Et donc, par exemple, une plante 0 fait pas grand-chose, mais elle va pouvoir se faire manger par une mouche, qui va se faire manger plus tard par une souris, et ainsi de suite. Il n'y a qu'un écart maximum de 3 entre les cartes qui est toléré et donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est un solitaire, c'est de réussir petit à petit en mangeant les cartes, on va les superposer pour faire en sorte de ne terminer qu'avec idéalement une carte, mais ne rêvons pas, si on en a 2 c'est déjà vraiment très bien. Et en fait on va jouer à chaque fois ces déplacements, ces petits prédateurs qui se mangent les uns les autres, mais surtout ce qui est vraiment malin et très bien fait, c'est que chacune de ces cartes vont avoir des petits pouvoirs, et donc les pouvoirs en question vont oui, le meeple vert, des effets spéciaux, quelle dinguerie. Donc chacune de ces cartes va pouvoir se déclencher lorsqu'on va les activer et c'est vraiment très bien fait. C'est un petit casse-tête qui m'a rappelé en termes de sensations, sans aucun rapport mécanique, mais un peu le jeu hors card, avec vraiment ce côté très fluide, très facile à prendre en main et super agréable. Donc ça c'est ma petite recommandation en jeu pocket pour gâter vos amis amateurs de jeux solo, à condition évidemment qu'il ne l'est pas déjà, puisque il n'est pas tout neuf, il est sorti cet été je pense. Ensuite, je voulais vous parler des Cardzel. Alors les Cardzel c'est un petit peu particulier, puisqu'il se trouve que ce ne sont pas exclusivement des jeux solo. Certains oui, d'autres non. Ça reste encore des jeux dans des petits prix et je vous ai mis un petit montage extraordinaire, un découpage en 2 de toute la gamme.
C'est pour moi un truc vraiment brillant que ces cartes parce qu'ils vont à la fois mêler quelque chose qui me plaît beaucoup, le puzzle. Moi je suis une vieille madame et donc j'aime beaucoup les puzzles, ça me plaît énormément. Et en plus chacun des cartes a un petit principe de jeu de société qui est super intéressant, qui va pouvoir se jouer à 1 ou 2, parfois en coopération, parfois en compétition. Et c'est vraiment absolument savoureux puisque ça réserve à chaque fois une surprise, tant en termes d'univers que d'illustration et de mécanique. Aucun cardzel n'est le même. Il y a la collection des jaunes, qui sont les petits cardzel où ils vont proposer des thèmes originaux avec des petites créations originales qui sont très chouettes, avec un côté fort ludique. On a les cardzel violets, qui sont les cardzel art, et ce sont les cardzel qui vont explorer vraiment des œuvres d'art et les réinventer. Par exemple, pour vraiment vous montrer de quoi je parle, La Nuit étoilée, donc qui est le tout dernier sorti dans la collection art, reprend donc la fameuse célèbre peinture de Van Gogh. Qu'est-ce que je raconte? Oui, si, c'est ça. Et, mais par contre, il va y avoir un twist puisqu'on va pouvoir la jouer en journée. Et je trouve ça vraiment super chouette parce que ça va vraiment pouvoir réinventer le jeu, la peinture aussi, derrière ce qu'on connaît déjà. Et je trouve que c'est vraiment une si jolie trouvaille, donc très chouette à jouer. Et il y a maintenant une nouvelle gamme qui va probablement se développer encore un peu plus. Et il s'agit des cardzel science, donc ce sont les bleus que vous voyez là tout au bout. Les cardzel science, c'est des cardzel qui vont explorer des effets ou des concepts scientifiques de manière ludique et agréable. Ici, en l'occurrence, le cardzel full, il va vraiment parler des mouvements de foule ou des mouvements qu'on peut attribuer par exemple sur les concentrations piétons dans certains endroits, mais également dans les mouvements des moutons. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un twist vraiment rigolo de revoir un petit peu ça. Et pour vous montrer un petit peu ce qui, moi, me plaît beaucoup dans les cardzel, c'est donc comme je l'ai dit, le côté jeu de société, mais également le côté puzzle. Donc si vous voyez sur l'image, en fait c'est une superposition de cartes qui vont les unes sur les autres reconstituer une image complète. Soit un tableau que vous connaissez déjà, comme ici la Dame à la licorne, soit une invention totale comme la collection des cartes jaunes. Salut Amandine dans la boîte, bienvenue ici. Donc pour moi vraiment au-delà de plein de trucs, c'est à la fois un super puzzle, c'est à la fois un principe de jeu de société à chaque fois différent, c'est pas cher, c'est produit localement, donc c'est une chouette maison d'édition. Moi j'ai vraiment toutes les raisons du monde de vous encourager à les essayer et les voir vraiment comme disait Flo de Meeple Vert à propos du petit jeu portefeuille, l'île des prédateurs, ça s'applique également aux cardzel. C'est des jeux mignardises. Donc ce sont vraiment des jeux qui ont tout un plaisir, toute une saveur hyper agréable. Salut Jap, bienvenue. Donc c'est vraiment très chouette à jouer. Moi ça me plaît beaucoup et j'aimerais vraiment qu'ils aient le très beau succès qu'ils méritent, qu'ils continuent à faire grandir la gamme parce que c'est une super trouvaille, c'est malin, c'est audacieux. Donc les cardzel, c'est la vie, mangez-en. Pour la suite des événements, je vais vous parler de Marie, M.A.R.I. Donc pas Marie Grandcheux, même si on l'aime beaucoup et qu'on lui fait des bisous. Salut Gio Farfadet. Donc Marie, c'est un petit organisme, c'est un petit robot. Imaginez Wall-E, mais ici c'est Marie qui se réveille dans l'usine foudroyée. Et alors ce qui est un peu embêtant, c'est que l'usine foudroyée ne fonctionne plus du tout. Après, non, tu as encore rien loupé, Gio, on n'a fait que 2 jeux. De toute façon, je les récapitule. Donc, comme l'usine a été foudroyée, malheureusement, les automatismes ne fonctionnent plus et on va suivre la quête de Marie au fur et à mesure de ses aventures pour essayer d'aider ce gentil petit robot à avancer dans l'usine. C'est effectivement, comme le dit R comme Rémi dans les commentaires, c'est effectivement un casse-tête et donc ça va être un ensemble de casse-tête que moi j'aime comparer aux Smart Games, en disant pour moi c'est du Smart Games pour les grands, donc ados adultes, clairement, parce que le niveau de difficulté devient extrêmement exigeant, et puis en plus le design est plus orienté vers un public un peu plus grand que pour les Smart Games, mais c'est extrêmement agréable. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, parce que je vous parle casse-tête, mais vous ne savez pas. Vous avez des ensembles de petites cartes qui représentent les pièces de l'usine foudroyée. Donc vous allez vous déplacer à travers ces pièces petit à petit pour essayer de partir d'un point A et arriver à un point B. Là où ça devient un peu touchy, c'est que vous avez des consignes. Donc vous avez un ensemble de déplacements qui vous sont imposés et grâce à ces déplacements, vous êtes obligé de faire le parcours
parfait. Il n'y a jamais de manière aléatoire ou alternative de réussir. C'est-à-dire qu'il y a un parcours prédéfini et si vous ne le trouvez pas, tant pis pour vous. Il va falloir vous casser le neurone dessus puisque l'idée c'est vraiment de trouver la solution, la seule qui fonctionne. Donc c'est vraiment un truc de programmation, c'est un jeu d'ingénieur par excellence, donc pas pour les esprits comme les miens qui partent dans tous les sens, mais c'est un très très chouette jeu. En tout cas, je pense que au moins jusqu'au niveau 13-14, je me suis bien amusée, puis après j'ai commencé à pleurer. Et j'ai laissé Alex terminer parce que je le regardais jouer, et puis je lui donnais des petits, parfois des idées ou n'importe. Mais en tout cas, c'est très très difficile, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est un vrai jeu challenge. Et donc quand je vous dis on joue que des directions, vous allez avoir des trucs qui font faire demi-tour à votre robot, des trucs qui les font s'arrêter, avancer de 1 ou de 2 ou tout au bout de la ligne. Et ces petites tuiles, bah, c'est les instructions, vous devez les respecter et surtout trouver dans quel ordre elles vont se mettre, comment s'activer et s'agencer les unes les autres pour pouvoir arriver à la solution parfaite. C'est très 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 bon, vraiment difficile, mais c'est super agréable à jouer. Donc le petit Marie, il est vraiment très cool et moi ça me plaît, j'aimerais voir un peu plus de jeux avec d'autres univers peut-être, un peu moins juste des robots ou des trucs de programmation parce que ça me saoule. Je verrais bien un truc avec des dinosaures ou des troupeaux de dinosaures à guider vers des points d'eau, ça me plairait beaucoup. Voilà, comme ça, je lance une ligne, on sait jamais. Et maintenant, pour la petite mention, oui, puisque les jeux solo, c'est un peu plus court, pour la mention, moi, je voudrais parler des cartes Aventura. Alors, pourquoi est-ce que je les ai pas mis en sélection pure solo? Parce que la vocation des cartes Aventura, c'est vraiment pas d'être des jeux solo. Ce sont des jeux qui sont normalement à partager avec des gens. Après, Salut, Audrey, bienvenue. Après, de ma propre expérience, les cartes Aventura, j'ai trouvé ça chouette à partager avec une personne, mais je jouerai pas à 6 à la carte Aventura parce que les cartes sont assez petites, parce que en fait c'est plaisant de réfléchir par soi-même aux endroits où on veut aller. J'ai pas très envie de débattre systématiquement de chacune de mes impulsions en disant si j'ai très envie de voler cet avion, si j'ai envie je le prends. Et donc c'est un plaisir égoïste les cartes Aventura, mais pour moi clairement je m'amuse énormément à y jouer seule. Je vois ça tout à fait comme un livre dont vous êtes le héros, donc, mais ce serait vraiment le format jeu de société dont vous êtes le héros. Salut Cthulhu2_0, bienvenue. On a Cthulhu avec nous. Et salut Steve, bienvenue. Donc les cartes Aventura, c'est pour moi idéalement, et malgré je pense leur propre volonté, un des meilleurs jeux solo auxquels j'ai pu jouer, parce que il a un côté narratif qui, moi, me plaît énormément. Salut Guérout. En fait, ce côté narratif, je le retrouve assez peu dans les jeux solo petite gamme, parce que les petites gammes, ou les jeux qui ont vraiment cette vocation à être des petits jeux de cartes ou des choses pas chères, on va vraiment beaucoup jouer sur un esprit de logique, de réussite, un petit peu de contraintes mathématiques, mais la littérature, elle a du mal à se glisser là-dedans. Pour trouver quelque chose d'un peu littéraire, des histoires qui vous prennent et vous emmènent, il va falloir forcément casquer au moins 50 balles dans un jeu comme un Robin des Bois, ou quand je dis 50, c'est minimum, parce que forcément je pense à des trucs comme Histoire de peluche, ou tout ce genre de jeux. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre des Milieux, ce sont tous des jeux très gros, très chers, très exigeants, qui offrent des expériences solo absolument magiques, mais voilà, c'est le côté, on vous raconte une histoire, ça nous a pris beaucoup de temps à l'écrire, donc pour le justifier, on va vous mettre 120 000 figurines, et vous allez payer votre jeu 150 € parce qu'il faut être rentable. Et ben, Carta Aventura a réussi à totalement éviter cet écueil en proposant des petites boîtes avec une jolie histoire bien ficelée, 5 fins alternatives, quasiment à chaque fois, et je trouve ça absolument brillant, donc c'est vraiment super cool. Salut Peggy, bienvenue. C'est vrai, tu as raison Steve, les Crime Book sont une très bonne alternative, Crime Zoom, donc oui, il y a des jeux avec un petit peu de narration qui peuvent être super intéressants, mais là, avec l'avantage de Carta Aventura, c'est qu'on est totalement dans ce croisement très joli entre le jeu de société et vraiment le jeu d'aventure, presque le livre, l'histoire en tout cas, la narration. Et en plus, pour mettre la cerise sur le gâteau de cette petite mention trop sympa, c'est que les cartes Aventura, on sent que c'est écrit par des gens qui, en tout cas,
ne sont pas forcément experts du sujet, mais se sont entourés d'experts du sujet. Et ça change absolument tout. Il y a une approche qui est très très pro, à chaque fois des thèmes qu'ils vont visiter et qui est à la fois hyper respectueuse de l'histoire, tout en étant avec une espèce de promesse de s'inscrire dans un monde qui est moderne, qui ne joue pas sur des vieux clichés tout nuls. Donc on a une très très belle surprise avec ces cartes Aventura, et moi ça me plaît énormément. Et alors, évidemment, moi je vous parle de tout ça et je vous montre même pas comment c'est un carte Aventura. Voilà, c'est ça. C'est un ensemble de cartes carrées avec des illustrations que je trouve très très jolies, qu'on va avoir et qu'on va pouvoir aligner les unes après les autres. Et ce sont des directions, ce sont des cartes, ce sont des bouts de dialogue, des personnages avec lesquels on peut interagir. En fonction de ces choix, il va se passer des choses différentes, d'où le fait qu'il y a, comme je l'ai dit, 4-5 fins alternatives quasi à chaque fois, et c'est vraiment hyper prenant, très très agréable. Alors Audrey nous dit, je vois justement le côté objet culturel plus que ludique. Pour moi, on est un petit peu entre les deux, puisqu'il y a quand même pour chaque carte Aventura, il va y avoir des petits trucs, un petit peu de gestion, à la fois des personnages, de ses compétences, de certains objets qu'on peut trouver. Il va y avoir des systèmes de monnaie ou des systèmes d'utilisation de bonus. Donc c'est pas si juste culturel. Il y a quand même une petite recherche ludique pour proposer une expérience qui va au-delà du simple livre dont vous êtes le héros, qui serait joli, mais sans plus. Là, on est dans du très très bon et qui, pour moi, donne suffisamment de petits côtés ludiques pour attirer le joueur, tout en ayant cette promesse extrêmement développée en termes d'intelligence et de sensibilité et d'histoire. Donc oui, Mowgli d'Armor, c'est tout à fait effectivement basé systématiquement sur des personnages ou des faits historiques, et ça donne encore une richesse supplémentaire au jeu. Donc oui, c'est pour ça que je parle de toute la gamme, comme tu le dis, c'est parce qu'en fait, on n'achète pas juste une boîte en fait. Si on aime le carte Aventura, on a envie de tous les essayer parce que on va avoir une surprise tant en termes d'histoire qu'en termes de mécanique à chaque fois. C'est pas évidemment aussi flagrant que pourrait l'être, je sais pas moi, la gamme des Tiny Epic par exemple, mais c'est suffisant pour proposer chaque fois de la rejouabilité et des variantes. Donc je récapitule parce que c'est un tout petit live qu'on fait aujourd'hui, mais parce que les jeux solo que je vous présente là sont vraiment très simples, vraiment accessibles et vont droit au but. Mais je vais quand même récapituler ce que j'ai dit. Donc l'île des prédateurs, qui est ce petit jeu qui s'apparente à une espèce de réussite en solitaire, vous savez, les billes qui sautent les unes par-dessus les autres, puisqu'on va réutiliser tout à fait ce principe-là, mais en utilisant en plus des valeurs. Donc ce sont des animaux qui vont se manger les uns les autres, sachant qu'on ne peut manger que un plus petit que soi à partir du moment où il a 1, 2 ou 3 en valeur moins par exemple. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas manger n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et on va essayer de stacker les cartes, donc les empiler les unes sur les autres, en faisant en sorte d'avoir plus que 1 ou 2 tas maximum à la fin de la partie. Donc, pas facile mais très cool. Ensuite, j'ai parlé de la gamme des Kartzel qui aurait mérité d'être dans une mention, mais que j'avais envie de mettre en focus puisque ceux-là, spécifiquement, certains sont vraiment à destination des joueurs de jeux solo qui a la brillante idée de mélanger à la fois le côté puzzle et le côté jeu de société, puisque chaque Kartzel va proposer une petite invention en termes de gameplay qui va permettre de découvrir quelque chose d'intéressant. Donc, idéal, le petit cadeau de poche pour offrir à des gens qui jouent que tout seul ou occasionnellement à deux. Ensuite, évidemment, Marie et l'usine foudroyée, qui est ce petit jeu de casse-tête, de logique, que je classe tout à fait comme un smart game pour les grands, avec cette intelligence dans le principe, à savoir, ce sont des déplacements qui sont programmés, vous ne pouvez absolument pas dévier ou tenter des petites fantaisies. En fait, il va falloir trouver exactement la bonne résolution, comment utiliser vos tuiles mouvement correctement pour pouvoir découvrir la séquence exacte afin de sortir. Pour vous donner un exemple, ça, pour moi, ce petit Marie l'usine foudroyée, c'est Rush Hour pour les grands. C'est exactement ça. Et la mention, ça va évidemment aux Kartzel qui, malgré le fait qu'ils ne se proposent pas uniquement, exclusivement comme des jeux solo, sont pour moi parmi les meilleurs jeux solo parce que c'est une très jolie aventure, très chouette histoire, c'est prenant, c'est bien fait, c'est bien documenté et ça se joue parfaitement, sans aucun problème tout seul, surtout si vous êtes du genre à pas vouloir débattre longtemps de vos choix parce qu'on va vraiment fonctionner à base de choix et un peu comme un This War of Mine Light, vous allez avoir à la fois le côté histoire, à la fois un petit côté gestion. On va dire que c'est vraiment
tout à fait cet ordre d'idées avec des histoires très très fortes, très très cool, et en même temps des petits gameplays intéressants entre chaque boîte. Voilà, donc ici je pense qu'on a fait le tour, c'est incroyable, ça a été très très vite. C'est un tout petit live, j'aurais presque envie de dire, mais si on parlait de, je sais pas, d'autres jeux solo que j'avais pas du tout prévu, histoire d'un petit peu remplir, mais en fait je pense que c'est cool comme ça, parce que ce qu'il y a, c'est que vendredi prochain on va parler de jeux peut-être un peu plus costauds, et le dernier vendredi, mais oui Martin Wittberg, bien sûr tu arrives tout à fait pour le, pas du tout, pour la fin du live. Mais oui, donc on va garder de la matière parce que les prochains vendredis vont être un petit peu chargés avec d'autres jeux solo intéressants. Donc ça va être très très cool. Alors R comme Rémi, le Maki, effectivement, comme tu le recommandes, semble être un excellent jeu solo. Le seul souci, c'est qu'il était hyper vite en rupture de stock chez nous en Belgique et j'ai jamais pu m'en procurer un. Donc je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire la guerre pour trouver absolument ce jeu-là en deuxième main ou n'importe? Je me suis dit, bah, c'est pas grave, tant pis. Si c'est le destin, j'y jouerai une autre fois. Audrys, tu suggères d'excellents jeux. Under Falling Sky est absolument un bijou et je vais en parler, peut-être. En tout cas, j'en ai déjà parlé l'année passée. Mini Rogue, très très bon. Pas mon style, mais je reconnais tout à fait ces petites qualités qui font qu'il peut avoir son charme auprès de certains joueurs. Donc oui, et bien sûr, comme tu le dis Steve, Palm Island est absolument brillant, super intéressant puisqu'on va avoir un système de cartes qui vont vraiment pouvoir s'incliner. Donc voilà, c'est très chouette. Et les chatons 9.3, je suis désolée, tu arrives sur la fin du live, mais c'est pas très très grave parce que tu vas pouvoir consulter le replay de ce live sur YouTube ou sur Twitch pour les quelques jours où il sera là. Voilà, donc du coup c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vois que vous avez d'excellentes suggestions dans les commentaires. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à éventuellement les mettre sur YouTube. Pas vous, parce que vous êtes là avec moi dans le live ce soir, mais les gens qui regardent cette vidéo plus tard, les jeux solo qui vous plaisent, notez-les en commentaire parce que les gens qui regardent la vidéo aiment aussi regarder les commentaires et moi après je peux aussi piocher des idées pour parler d'autres jeux solo plus tard dans l'année. Donc on s'arrête ici, on se retrouve demain, parce que demain on parle pas de jeux solo, on parle de jeux de toutes sortes, mais qui seront les jeux qui m'ont le plus plu en 2022. Donc on va se faire des bisous et on va se dire à demain.